Bonjour, merci d'être avec nous sur RT France. Ce 9 mai 2020 devait marquer le coup en Russie. Ce n'est que partie remise. Oui, effectivement. D'abord, bonjour et bonne fête de la victoire. Je crois que, hélas, la pandémie retarde des célébrations qui, de toute manière, auront lieu un peu plus tard dans l'année. Ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement de marquer cette date qui est très importante pour la Russie, beaucoup plus importante d'ailleurs que pour les pays occidentaux qui considèrent que la victoire sur le nazisme euh, a été un événement historique certes très important, mais qui n'était pas forcément, qui n'a pas revêtu forcément la même dimension qu'en Union soviétique, avec un bilan humain qui était absolument catastrophique, puisque Alors, plus de la moitié des morts de la Seconde Guerre mondiale ont été russes ou soviétiques. expliquez-nous le symbole de cette date, le 9 mai, dans la mémoire collective. Qu'est-ce que ça représente aux yeux des Russes? Eh bien, ça représente quelque chose de très important. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'équivalent d'une fête nationale. En fait, pendant toute la période soviétique, la fête nationale, c'était le 7 novembre, c'est-à-dire la fête de la Révolution d'octobre. Et là, il y avait une grande parade militaire sur la place rouge, où l'on montrait les derniers développements de la technique militaire. À partir de 91, de 1991 et l'effondrement de l'Union soviétique, cette célébration du 7 novembre n'a plus eu lieu. Et les Russes se sont retrouvés orphelins d'une fête nationale. Il n'y avait plus rien, il y avait effectivement la fête de l'indépendance qui est le 12 juin, qui célèbre la proclamation de souveraineté de la Russie par rapport à l'Union soviétique en 1990, mais cela ne parle pas à l'esprit russe. Ce qui parle à l'esprit russe, en revanche, c'est le sacrifice consenti par le peuple russe et les peuples soviétiques au moment de la victoire et pendant la guerre donc et la victoire, c'est un élément fédérateur. C'est quelque chose qui est très important pour les Russes parce que c'est l'une des clés de leur identité actuelle. Ils se Du sont côté, constitués essentiellement grâce à cela. du côté des Occidentaux, on retient encore aujourd'hui que les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Américains. On entend beaucoup moins parler du rôle joué par la Russie dans la victoire contre l'Allemagne nazie. Comment est-ce que vous l'expliquez? Du côté des Occidentaux, c'est un tout petit peu normal, disons, enfin même très normal dans la mesure où ils ont joué sur le front occidental le rôle essentiel et que sur le front Est, sur le front oriental, eh bien, finalement, c'était les Soviétiques qui sont devenus tout de suite après la guerre l'adversaire potentiel principal, l'adversaire idéologique et en un mot l'ennemi de la guerre froide. Donc il y a toujours eu une tendance à magnifier le rôle des Américains et des Occidentaux en général, plutôt bien entendu que celui des Soviétiques, même si les Soviétiques ont payé le plus lourd tribut. Et techniquement, ce sont eux qui ont gagné la guerre, puisque au moment du débarquement de Normandie en juin 1944, les Russes, enfin les Soviétiques, étaient déjà en Pologne, en Europe centrale, et étaient prêts à déferler sur Berlin. Ce 9 mai devait donc être un rendez-vous diplomatique à Moscou. C'est par téléphone, on l'a dit, que Vladimir Poutine s'était entretenu avec Emmanuel Macron hier. Le président russe qui a donc évoqué la coopération entre la Russie et la France. Le président français insistant, lui, sur l'importance du dialogue stratégique entre Paris et Moscou. Cela se traduit comment aujourd'hui, concrètement, ce réchauffement des relations franco-russes? Bien, le réchauffement se traduit d'une manière très éparse, c'est-à-dire c'est un rapprochement en pointillé. C'est-à-dire que les chefs d'État, visiblement, ont envie d'aller de l'avant, de nouer des partenariats. Il y a des contacts très fréquents et très féconds entre les ministres, par exemple les ministres de la Défense, les ministres des Affaires étrangères, mais également au niveau économique.
Mais simplement, ça ne suit pas derrière. Il y a des blocages, en particulier au niveau non pas ministériel, mais au niveau de la haute administration, de la fonction publique, qui estime que on ne peut pas aller comme ça tout seul face à la Russie, qu'il faut un accompagnement européen. Or, l'accompagnement européen bloque sur un élément principal, c'est les sanctions décrétées contre la Russie au moment de la crise ukrainienne en 2014, qui sont en vigueur et qui ne peuvent être réduites, ne parlons pas de les supprimer, mais simplement les réduire, que si l'ensemble des pays européens est d'accord. Parallèlement à cela, les Américains ne sont pas contraints par les mêmes sanctions et donc eux, ils peuvent faire du commerce avec la Russie sur beaucoup de points qui sont interdits aux Européens. Donc il y a un déséquilibre, mais le problème de ce déséquilibre-là, c'est que lorsque on est 27, puisque le Royaume-Uni est désormais hors de l'Union européenne, lorsqu'on est 27, il est très difficile d'établir un consensus sur des points aussi sensibles. Il suffit qu'il y ait un pays ou deux qui bloquent, et en particulier les pays de l'Est européen, en particulier la Pologne, les États baltes, bloquent pour que les choses traînent en longueur. Et c'est ça, principalement, qui entrave un dialogue qui paraît, si l'on écoute les deux chefs d'État, qui paraît fécond. Ils gomment les différences pour se centrer sur ce qui compte réellement, sur les relations entre les deux pays. Ils essaient de trouver des voies pour avancer, en particulier en France, c'est le dialogue de Trianon qui fonctionne très très bien au niveau des sociétés civiles, mais le blocage politique, en particulier le blocage dû à l'immiscion de l'Europe dans ce dialogue bilatéral, eh bien, ça ne peut pas avancer aussi facilement que les chefs d'État le voudraient. Merci beaucoup Pierre Laurin, journaliste spécialiste de la Russie.